Bonjour à tous, interaction du 9 janvier 2015, vous en avez l'habitude maintenant, 2 en 1, une émission de gestion et un fonds d'investissement, toutes les clés pour comprendre comment se construit la performance en bourse au jour le jour. On va voir comment on peut défendre cette performance dans un contexte qui pourrait être déflationniste, c'est une des nouvelles du jour. Une petite pensée en attendant à tous les Charlie de la planète dans ce contexte un petit peu compliqué. Mais bon, la vie et la bourse continuent. On enchaîne tout de suite sur notre rubrique tendance. Messieurs, Hubert, notre analyste, et Thomas, notre gérant, juste une petite question pour parler de ce sujet dramatique qui touche de façon effroyable beaucoup de Français et en tout cas qui suscite une émotion incroyable dans tout le pays. La bourse ne réagit pas par rapport à ce type d'événement, en tout cas plus. Plus, mais le 11 septembre, c'était vraiment une attaque considérée comme une attaque extérieure. Là, c'est considéré comme un problème interne à la France et je dirais que là, ce qui se passe, c'est la mobilisation de solidarité est au contraire quelque chose d'assez positif. Les Français se regroupent, les Français qui tout le temps se battent entre eux. Donc on ne peut pas dire que ça n'ait pas d'impact, mais on ne peut pas dire non plus que ça a un impact qui soit considérable dans une économie qui est marquée, comme on dit, par la déflation, par le chômage. Avec aussi son lot de tracas quotidiens. Thomas, pas de réaction, ça a eu une influence sur vous? Ça a quand même quelque part un impact psychologique, qu'on le veuille ou pas, même si on peut proclamer vouloir ne pas être effrayé, faire acte de résistance, on peut se dire que voilà, sur la consommation, sur certains secteurs, ça pourrait quand même avoir un impact. D'abord, je pense que du point de vue humain, qui est à mon avis le plus important dans la vie, il y a une réaction collective qui est là, qui est présente, donc on est encore capable de réagir, Dieu merci, c'est probablement un facteur de cohésion, de confiance, oui, parce qu'on est peu de choses, finalement. Ensuite, est-ce que ça aura un impact sur la consommation, des choses comme ça? Trop tôt pour le dire, il faudrait qu'il y ait une psychose qui s'installe, quelque chose d'assez important. On le voit aujourd'hui avec ces deux prises d'otages en même temps, tentative, mais c'est aussi le jeu qu'ils cherchent à obtenir, de ce que je comprends. Moi, je mettrais juste un peu en perspective les problématiques du Moyen-Orient qui sont en train d'être importées chez nous sur cela. C'est-à-dire que c'est déjà joué au travers, par exemple, du prix du pétrole. Que ce soit des fanatiques, très bien, c'est des fanatiques qui ont été alimentés par de l'argent issu notamment des pétrodollars, il faut pas l'oublier. Donc le grand mouvement engendré aujourd'hui est probablement un mouvement aussi visant à atténuer le pouvoir démesuré qu'a obtenu un certain nombre de monarchies qui sponsorisent depuis longtemps ce type de mouvement. Voilà, c'est à peu près la seule réflexion macroéconomique. Et on voit que beaucoup de choses sont liées, en effet, d'où l'intérêt de s'intéresser à la finance et à la bourse, avec un début, Hubert, heurté des marchés financiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Les montagnes vraiment russes. Heurté, on a perdu jusqu'à 4,6% par rapport au 31 décembre, mardi et mercredi au plus bas. On les a regagnés, c'est-à-dire qu'on a gagné 5%, mais ça veut dire qu'on est revenu pratiquement au niveau précédent, donc très violent, avec des variations aussi très marquées. Quand on prend la liste des variations de la semaine, le pétrole et les bancaires ont vraiment souffert, et à l'inverse, tout ce qui s'appelle un peu dollar. On descend, on a Airbus, on a Safran, on a Thales, on a Zodiac, on a les spécialistes des lanceurs. Des valeurs qui vendent en dollars pour une tout partie ce qui vend de leur chiffre d'affaires. On aime bien. Alors pourquoi c'est considérable, une variation de 5% d'une journée Qu'est-ce qu'il explique ou en 2 jours? Alors premièrement, la Grèce, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur? Est-ce que les risques sont systémiques comme autrefois? Votre avis? C'est difficile à dire. Non, le risque n'est plus systémique. On va y revenir. Si la Grèce sort de l'euro, ça coûte déjà 90 milliards, je crois, à la France, quand même. C'est pas grave. Qu'elle y sorte ou qu'elle y reste, il faudra payer les dettes. Le moratoire dans l'euro et le moratoire hors de l'euro n'est pas forcément mais bon, un drame. Si elle sort, le problème de la sortie de la Grèce de l'euro, c'est la sortie d'autres monnaies un jour.
Hein, c'est pas combien on paye, c'est comment on paye. C'est-à-dire qu'il faut savoir, soit on laisse les Grecs sortir de l'euro et ils vont se débrouiller tout seuls et ils vont être obligés de vendre les bijoux de famille, pour être tout à fait clair. On reviendra sur ce sujet qui est traité un petit peu plus loin dans notre émission. Soit on les garde avec nous et à ce moment-là, on essaie de leur donner un moyen soutenable sans que les populations soient traumatisées par le traitement de choc qui leur a été infligé jusqu'à maintenant. Voilà, encore une fois, derrière tout cela, il y a de l'humain et il faut préserver l'humain. Alors pourquoi la bourse s'est fait peur en début de semaine avec ce dossier et maintenant n'a plus peur? Mais pas seulement. Pas seulement, le pétrole continue à dévisser. Hein. 111 $ le baril fin juin, 97 fin septembre, 57 encore fin décembre, 50 aujourd'hui. Donc ça a des côtés très positifs, mais ça remet en cause tellement de choses que c'est très compliqué. Hein. Dans les baisses, comme on le disait, il y a les pétrolières et puis il y a les poids lourds de la côte. Donc on a eu à la fois la Grèce et le dollar, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? L'espoir sur les banques centrales. Alors, avec notamment, et on le disait en introduction, on a intitulé d'ailleurs cette émission « Comment gagner en bourse à l'heure de la déflation », des chiffres négatifs. Chiffres négatifs au mois de décembre dans la zone euro. Moins 0,2 pour la zone euro, 0,8% quand même hors alimentation et énergie. Donc l'inflation sous-jacente n'est pas aussi dramatique. 0,1% en Allemagne, c'est très très peu. En revanche, dans une économie qui va un peu mieux que les copains, la déflation est un risque. Alors pourquoi les marchés trouvent que c'est une bonne idée? Parce qu'ils imaginent que la Banque centrale européenne va rentrer dans son fameux quantitative easing, c'est-à-dire va racheter des obligations d'État. Alors maintenant, on spécule sur l'ampleur du programme, mais ça va inciter la Banque centrale européenne à être encore plus offensive dans son soutien de l'économie, et ça fait à nouveau plier l'euro face au dollar. Mais alors l'inflation, il faut le rappeler, c'est aussi la pression, comme la pression sanguine dans les veines. Hein. Quand ça ralentit, ça veut dire que le corps il est un peu anémié. La déflation, c'est encore pire, c'est une maladie plus grave. Thomas, grave. vous êtes sur cette ligne, la Banque centrale va intervenir? Moi, je pense que la Banque centrale interviendra quand elle sera sûre que ce fusil à un coup ne fera pas l'objet de fuites diverses et variées. Aujourd'hui, si vous aidez via du quantitative easing, vous avez une fuite majeure en France et en Italie où on n'a pas encore arrêté clairement les choses, notamment en matière d'économie. Donc, si c'est dépenses publiques, finalement, absorbent ces liquidités sans réformer le système. Et c'est ça la fuite. Hein. Exactement, et c'est fait pour rien, ça ne sert à rien, et je ne vois pas la BCE agir en ce sens tant qu'ils n'ont pas des certitudes. Alors, il y a un certain nombre d'avancées qui sont faites aujourd'hui, mais c'est toujours pas suffisant. Et puis il y a le phénomène grec évidemment qui pourrait être aussi une fuite majeure. Mais c'est un poker menteur là. Moi, je suis un peu plus optimiste que Thomas. Je pense que la Banque centrale ne peut pas faire autrement et la Banque centrale doit appuyer sur sa monnaie aussi. C'est la seule chose dont on est certain sur les programmes non conventionnels, c'est qu'ils appuient sur les monnaies. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument primordial pour l'économie européenne que le dollar ne rebaisse pas face à l'euro. Et donc, c'était la deuxième surprise. Bonne surprise aussi, c'est la publication des débats de la Réserve fédérale. Donc, les banques centrales ont permis de faire remonter en 2 jours. D'un côté, anticipation sur la BCE, et de l'autre côté, les minutes, comme ils disent, de la Réserve fédérale qui montrent que l'économie va très bien, qui remonteront les taux, qui ne sont pas pressés. À nouveau, ça favorise la hausse du dollar contre l'euro. Bon, sur la Fed, est-ce que, puisqu'on referme ce chapitre des banques centrales, qu'est-ce qu'il y a à dire de nouveau? Alors maintenant, on peut toujours dire ils le remonteront en juin, ils le remonteront en mai. Ils vont remonter leur taux d'intérêt, ils vont resserrer un tout petit peu une politique extraordinairement... mais de façon prudente, oui, ils très, y vont très, très avec prudent. Des gants, on des voit, pincettes. Donc, ce qui publie des débats n'est peut-être pas les débats réels, mais on voit bien que la prudence domine. Voilà donc pour la tendance. On passe tout de suite à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord que l'on va découvrir ensemble, vous en avez l'habitude, hein, ce sont des feux signalisation, rouge, orange ou vert. Actuellement, il n'y en a qu'un qui bouge cette semaine, c'est le niveau de dispersion des performances. On passe de orange, si je lis bien, à vert. C'est le seul qui bouge, hein, Thomas.
Vous lisez bien, Thomas. J'ai un bon yeux, je n'ai pas besoin de lunettes. Bravo. C'est le seul qui bouge. Ce qui est intéressant au travers de cet indicateur, c'est que on est en train de, on va commencer à avoir une prime à la recherche. On peut peut-être voir le graphique d'indicateurs. Le deuxième, voilà. On commence à avoir une régularisation des marchés, une véritable, alors qu'on a eu un petit séisme là, probablement dû aussi au manque de liquidité sur le marché. Cette fin d'année, c'est traditionnellement la même chose. Là, avec un indicateur de dispersion des performances qui repasse au vert, on va pouvoir reprendre un peu de risque et sur différentes classes d'actifs et ou sur différents titres, ce qui, à mon avis, est assez intéressant. Comment est-ce qu'on lit ce graphique? Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une barre noire qui est le seuil au-delà ou en deçà duquel on est en crise ou pas. On y voit apparaître depuis 2000, c'est ce que vous avez à l'écran, des bandes grisées. Ces bandes grisées ont matérialisé en 2001 un début de crise, en 2002 une crise véritablement avérée qu'on retrouve au début 2003. Donc c'est quasiment un indicateur presque sismique, entre guillemets. Oui, c'est comme un sismographe en fait. C'est comme un sismographe, c'est quasiment un indicateur de risque systémique, bien que cet indicateur de risque systémique soit un autre de nos indicateurs sur lequel j'avais commencé nos premières émissions. Mais voilà, là on est en dessous du niveau de crise. On n'a pas à se poser trop de questions. On va pouvoir commencer à acheter des actifs différenciants. Oui, alors justement, parce que ce qui est à voir, c'est qu'il y a 7 feux verts sur 12. Oui, sur 12, il y a 7 feux verts, il y a 4 feux oranges. Si on peut nous montrer les feux. 7 feux verts, 4 feux oranges, voilà. 1 feu rouge. Donc presque tout au vert. Donc on est peut-être sur la voie de sortir de cette fameuse climat où la prudence dicte la gestion du portefeuille. Alors, un peu moins de prudence. Parce qu'on rappelle qu'on est en zone 3 et voilà. Hubert, notre grenouille boursière, monte en haut de l'échelle en disant qu'il faudrait voir un peu plus de ciel bleu. Non mais on va voir revenir un peu de ciel bleu. Alors, le risque, néanmoins, on ne va pas prendre du risque démesuré tout de suite, mais on peut imaginer d'être plus offensif. Bon, parce que pour rompre le suspense, on reste en zone 3, malgré tous ces feux verts. Eh oui. On va regarder la météo 30 secondes. La météo qui s'affiche, merci. Il y a toujours un feu rouge. Il y a beaucoup de feux verts, mais il y a quand même toujours un feu rouge. Il faudrait qu'on repasse à l'orange sur ce feu rouge, par exemple, pour passer en zone 2 ? Ça suffirait ? On passerait quasiment en zone 1, parce qu'en fait, la zone 2 est une zone intermédiaire quand on remonte. Quand on descend, on passe quasiment de zone de 3 en 1. D'accord. Donc il n'est pas exclu qu'on passe en 1, et c'est les résultats microéconomiques qui nous feront à ce stade basculer en mode 1. Bon, très bien. Vous nous avez apporté un autre graphique intéressant, les taux des États à 5 ans, pour illustrer notamment l'histoire grecque. On va découvrir ce graphique également. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire sur ce graphique ? Alors, sur ce graphique, on lit grosso modo les taux d'intérêt à 5 ans depuis 2008 sur les États-Unis. Bon, c'est un trait rouge qui est tout en bas. Le Japon, la France, l'Italie, le Portugal et la Grèce qu'on a matérialisé par du jaune. Ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement une convergence de tous les taux. À nouveau, des taux à 5 ans qui baissent sensiblement, ce qui est normal dans un contexte d'émission massive de dette, ça fait baisser les taux d'intérêt. Donc le quantitative easing, c'est un des résultats du quantitative easing. Toujours est-il qu'on voit que seule la Grèce échappe à cela. Et pourquoi la Grèce échappe à cela ? Parce que la Grèce n'arrive pas à relancer son économie, bien qu'ayant, on l'a découvert cette semaine, un solde primaire positif. Donc elle arrive enfin à équilibrer ses comptes avant remboursement de la dette, ce qui est un bon début, mais qui ne va pas être suffisant. On est à 160% du PIB pour la dette grecque, donc ils ne pourront pas s'en tirer. Les taux remontent, c'est ce que vous voyez sur ce graphique ici. On est avec des taux qui sont à près de 10% sur des taux à 5 ans. Ce qui est inquiétant, donc, quand on voit ce graphique-là, c'est qu'on se dit la Grèce ne fait pas partie de la zone globale, et ni de la zone euro, ni du mouvement général. Il va falloir leur trouver une solution. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de dislocation de la zone euro, ce qui était la crainte avant, puisqu'on voyait que la Grèce emmenait dans son sillage d'autres Et je rappelle qu'on avait vu partir l'Italie, c'est ce que vous voyez en juillet 2013. On a vu l'Italie partir, c'est le haut de la flèche Bordeaux qui tend vers le bas. On a vu faut pas être daltonien, mais non. Bon, c'est la deuxième flèche. Voilà. Et vous
vous voyez que ça il y a le tend, Portugal en dessous. ça tend vers 0, alors que la flèche jaune, qui est celle de la Grèce, remonte. Et c'est bien ça qu'il va falloir soigner définitivement, qu'on arrête ce stress général. Mais en tout état de cause, la Banque Centrale Européenne, si elle se lance dans un programme d'achat de titres d'État, n'achètera sans doute pas de titres grecs ou de titres chypriotes. Donc, ça veut dire que la Grèce, qu'elle reste dans l'euro ou qu'elle ne reste pas dans l'euro, aura un traitement qui sera un traitement particulier. Je pense qu'elle achètera des titres corporate, Oui, pour être clair, pour avoir des garanties. Ce que ferait n'importe quel créancier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois, pour offrir une solution à la Grèce, et je rappelle que la Banque Centrale Européenne achèterait des titres d'entreprises grecques, et les banques retrouveraient du cash, et ce cash serait prêté pour acheter des emprunts d'État. Donc on arriverait à quelque chose où la BCE serait garantie par des actifs réels ou de la conversion de dette en actions, ce qui à mon avis serait la meilleure solution pour forcer les Grecs à imposer les armateurs qui n'ont pas été imposés pendant des années d'une part, et parce qu'il ne faut pas simplement faire porter la pression et l'Église. Et ne pas d'action, non? Pardon? Qui ne pêche pas par action. Non, voilà, mais c'est important parce que vous ne pouvez pas... Là c'est la population qui a subi le traitement de choc. Aujourd'hui, on ne peut plus faire subir à cette population un traitement de choc, d'autant que le reste... l'Église comme les armateurs ne sont loin d'être exemplaires dans ce dossier. Donc il va falloir être exemplaire, ça passera par là. Ou alors la Grèce sort, ça coûte, on l'a vu, quelques milliards d'euros supplémentaires, et ils vont aller se vendre aux Chinois, et ils seront obligés de vendre leurs îles là aussi. Voilà. Il faut voir aussi que le débat tel qu'il est aujourd'hui, les indiscrétions des journaux allemands, etc., on est quand même en période préélectorale, et il y a une pression à la fois sur les électeurs, pour qu'ils ne donnent pas une majorité trop forte, ou peut-être pas de majorité du tout, au parti d'extrême gauche, et sur les dirigeants du parti d'extrême gauche aussi. Parce qu'à l'arrivée du pouvoir, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent très attention. On peut jouer la Grèce comme thématique boursière d'une façon ou d'une autre. On peut en profiter de cette période ou pas? Non, d'abord parce qu'il n'y a pas de titre majeur, ou alors il faut acheter des utilities, mais moi je serais dubitatif compte tenu de ce que je viens de dire en plus. Si vous les amenez en garantie, la transformation de la dette des utilities, ça vous dilue complètement le capital. Autrement, est-ce qu'il y a des entreprises françaises exposées au risque grec? On se souvient qu'on avait le Crédit Agricole avec Emporiki à une époque. Alors ça c'est fait. Sont bons, ça a été réglé dans la douleur. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ou tout ça depuis le temps c'est fini? Non, aujourd'hui le risque est plutôt circonscrit de ce point de vue-là. Mais moi, jouer la Grèce au moment où on parle, non. Ok, allez, on passe à la rubrique performance. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser au cours de l'émission, et c'est même le principe, toutes vos questions pour interpeller Hubert ou Thomas. Alors une performance qu'on va découvrir ensemble, performance depuis sur la semaine, c'est ça, et puis depuis la création, les deux chiffres. Qui la commente? Thomas? Colonne de gauche sur le graphique que vous avez à l'écran. En bleu, la performance du CAC 40 dividende réinvesti, 3,32% depuis le lancement, contre 2,18% seulement à Interaction, alors qui a perdu un petit peu plus d'1,20% sur la période récente, puisqu'on était en gain jusqu'à une semaine avant le 31 décembre. Qu'est-ce qui explique ce décrochage? Essentiellement le mouvement sur les valeurs défensives, et notamment Sanofi qui a pas mal rebondi dans le temps qu'on a connu. Et qu'on avait allégé à l'époque. Et qu'on a sorti même complètement. Oui. Donc ça nous pénalise. Et puis ce qui nous pénalise aussi, c'est les bancaires qu'on a en portefeuille, et notamment l'incident entre guillemets de ce matin, puisque c'est à 10h30 ce matin, les chiffres que vous voyez à l'écran, avec une baisse de 10% sur Santander qui impacte, quand vous en avez 5% en portefeuille, ça impacte de 0,50. On va y revenir sur le dossier Santander. On voit la répartition d'un point de vue sectoriel avec toujours cette logique poids, potentiel, performance, les fameux 3P de ce portefeuille. Qu'est-ce qui retient votre attention, Hubert, sur ce graphique? Alors, on n'est pas complètement anormal par rapport au CAC 40, mais c'est à l'intérieur plutôt des secteurs qu'on est comme ça. On est probablement un peu investi en financière, même si on est cohérent avec le CAC, mais on est un peu investi, c'est ça qu'on paye. On est sous-investi en cyclique pur, mais surinvesti dans les consos cycliques et dans les semi-cycliques,
ça reste défensif, puisque financière et défensive, on est comme le CAC, donc on ne cherche pas à tirer profit des grands thèmes dont on a parlé à chaque émission, le dollar bas, la reprise américaine, le pétrole pas cher et les taux bas. Thomas, un mot de complément ou pas? Alors oui, juste sur la colonne de droite intitulée Performance, on retrouve ce que je décrivais il y a quelques secondes, à savoir que les défensives du CAC en bleu ont contribué à plus 0,53 et que nos défensives à nous ont contribué à moins 0,23. Ça explique une partie de notre sous-perf et les financières, notamment Santander, que vous voyez. Et puis du côté des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a malgré tout, les semi-cycliques où nous avons progressé de 0,78. Grâce à Airbus, Thales et Vinci. Alors on va découvrir les actions, justement, dans le détail. Voilà. On va voir en effet les bonnes et les moins bonnes nouvelles. C'est les hauts et les bas de la bourse. Donc dans ce portefeuille, commençons par les mauvaises nouvelles. Allez, on était sur Santander. Qu'est-ce qui s'est passé? Santander, on savait qu'il y aurait une augmentation de capital pour recapitaliser. Elle vient à un mauvais moment, puisqu'au même moment, les banques italiennes sont aussi en train de se recapitaliser. Donc ça met une ambiance qui est compliquée sur les bancaires en général, du fait qu'on savait que les bancaires de l'Europe du Sud devaient être recapitalisés. Alors pour Santander, il y a une réaction qui est très violente. Non pas forcément à cause de la dilution liée à l'augmentation de capital, 8%, quelque chose comme ça, d'actions nouvelles. Donc ce n'est pas une dilution de 8%, attention. Mais Santander a aussi annoncé dans le même temps un changement violent dans sa politique de distribution de dividendes, puisque le dividende va être coupé. Et Thomas, je pense que c'est ça que le marché, qui a désorienté le marché. Vous avez été surpris là-dessus? Alors, moi, j'ai bien aimé la justification, pour être clair. Un peu surpris, parce que quand vous annoncez que vous êtes à 60 centimes, avec un cours à 7 euros, 60 centimes, ça fait 9% de rendement. Les actionnaires étaient habitués à dormir tranquillement et consciencieusement sur leurs deux oreilles en disant quoi qu'il en soit un dividende. Je rappelle que la distribution de dividendes, c'est de l'argent qui sort de l'entreprise. Anna Botín a annoncé qu'elle passait à zéro. Enfin la directrice. Qui est la fille du patron emblématique de Santander, a dit, elle, on va faire autrement maintenant, il n'y a pas de raison. Et elle revient à une distribution de dividendes qui est un peu dans la norme des banques actuellement, donc on va faire 20 centimes, on est plutôt autour de 4%. C'est dans la norme, et le reste de l'argent, puisqu'elle a annoncé des résultats, nous n'oublions pas, en hausse de 30% cette année, le reste de l'argent sera consacré au développement dans une période où ça va plutôt mal. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et la bourse a eu une réaction paradoxale. On a annoncé les résultats, le titre a monté, et puis c'est à l'analyse des deux décisions, l'augmentation de capital et le dividende, qu'il y a eu une réaction qui réellement semble un peu excessive, parce que l'augmentation de capital, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ce qu'on attendait. Alors, ça me fait penser quand même à un autre dossier qui était Néopost. On se console toujours avec le dividende en se disant, voilà, l'action baisse, donc le dividende mécaniquement remonte. Mais on raisonne parfois à contre-temps, ou de façon anachronique. Néopost, le dividende est à peu près assuré, puisque presque les 2 tiers de l'activité de Néopost, c'est une activité récurrente. Et donc le tiers est sur des événements nouveaux. Donc faut quand même pas, on ne peut pas comparer les deux de ce point de vue-là. Par ailleurs, Néopost est en train de mener un changement de modèle. Alors ma question est la suivante. Au-delà de Néopost, est-ce qu'il faut se fonder sur les dividendes? Est-ce que c'est parfois pas risqué de miser sa stratégie sur les dividendes? Il faut d'abord se fonder sur le fait qu'on a une entreprise, et qu'une entreprise, c'est une industrie, quelle qu'elle soit, de services, de fabrication, et que cette industrie, il doit y avoir des investissements pour qu'elle puisse déployer ses talents. Ça se traduit par des ventes, une augmentation du chiffre d'affaires, et si tout se passe bien, une augmentation des résultats. C'est quand même notre analyse fondamentale. Et lorsque Santander, je continue de le penser, annonce ceci, il me semble assez intéressant de voir qu'on va se reconcentrer vers l'investissement. Et pour Néopost, dont vous parliez, Néopost, c'est intéressant parce qu'on a gardé le positionnement américain. On va voir le tableau. Voilà, on voit que Néopost, cette semaine, a contribué légèrement à la baisse du portefeuille. Elle a perdu 2,31%. C'est la deuxième colonne performance que vous voyez, ou la 1, 2, 3, pardon, la quatrième, ou même la quatrième colonne, on va y arriver, qui s'appelle performance. On voit que ça perd 2,31. En termes de contribution, c'est quasiment nul cette semaine. On a décidé de garder ce titre. De la même manière, si on continue ce que vous disiez sur les mauvaises nouvelles, Crédit Agricole a été touché par la crise qu'on connaît là, rien d'affolant au moment où on parle. Total est en baisse, ça n'est pas très surprenant compte tenu de l'ampleur du mouvement. Et GDF Suez, sur le prix du gaz, va probablement être obligé de baisser
pour continuer d'entretenir de la part de marché, ce n'est pas une super nouvelle pour GDF et ça nous amènera probablement à quelques changements. Je vais avant qu'on en reparle, parler des bonnes nouvelles. Et après, on rentrera dans le comité. La bonne nouvelle, c'est Airbus. C'est quand même, et donc, on va retrouver en tête de classement Airbus, Thales, Essilor et quelques autres. Et Vinci aussi qui remonte bien. Alors, Vinci, c'est un cas particulier puisque les autoroutes, on voit que le règlement des autoroutes, Thomas en parlait la semaine dernière, dans ce comité de gestion, ça va se régler. Et on parlait d'Eiffage d'ailleurs à une époque. Les deux. Alors, attention parce qu'on en a une qui capitalise 24 milliards et l'autre 6. C'est pas là, on ne joue pas tout à fait dans la même course, même moins de 6 d'ailleurs. Moi j'aime bien Vinci. On a dit qu'on restait sur Vinci pour passer l'orage politique. Ça y est, c'est fait. Rien de neuf sur le front. Voilà, Thales, effet dollar certain, Airbus, effet dollar certain, Essilor, bonne nouvelle, croissance mondiale malgré tout, et Unibail qu'on a rentré récemment. Oui. Très bonne entrée. Bon timing. Bon timing. Et puis, est dans le bon sens. Oui, parce que vous êtes dans un contexte déflationniste. Voilà, donc pour l'analyse en détail du portefeuille, on va ouvrir la séquence gestion justement pour discuter s'il faut faire évoluer ou pas ce portefeuille. Alors, la télé-réalité de la gestion se poursuit. Vous pouvez poser toutes vos questions. On fait ce comité de gestion en direct, l'occasion de vous donner tous les arbitrages en temps réel. Hubert, quelles sont les thématiques, les idées ou les points sur lesquels vous aimeriez il y a un faire évoluer les choses ? Il y a un débat qu'on a déjà eu, mais qu'il faut peut-être ouvrir, et notamment suite au changement dans les feux de la météo, même si la météo elle-même n'a pas fini, météo boursière bien sûr. Est-ce qu'il faut varier la répartition pour avoir un peu moins de défensives? Et à l'intérieur de ces défensives, il y a une question télécom qui ont été l'aliment de la performance depuis la création du fonds. Orange est vraiment l'aliment principal, si j'ose dire. Et puis la question d'EDF et GDF, c'est-à-dire de valeurs défensives, mais qui sont quand même liées, même si ce n'est pas avec des effets de levier, au prix de l'énergie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie de alléger l'énergie et renforcer les télécoms, c'est ça en clair? En tout cas, moi j'allégerais d'une manière générale un peu les défensives et certainement de l'énergie. Thomas, est-ce qu'on allège Alors, c'est des poids lourds de la cote. C'est aussi des poids lourds de l'indice, EDF et GDF. Les défensives et en particulier l'énergie. Oui. On a attaqué un premier mouvement en achetant la dernière fois du Sodexo, du Schneider, de l'Unibail et de l'Accor. Donc, on a joué les valeurs américaines sans pour autant prendre beaucoup plus de risques. Donc, respecter notre mode 3. Là, il me semblerait opportun probablement de vendre plus GDF et Total, à vrai dire, qu'EDF, que je garderai malgré tout en portefeuille pour l'instant, au profit d'un certain nombre de valeurs télécom, puisque le mouvement qu'on a connu en France, qui nous a valu une performance extraordinaire d'Orange l'année dernière, pardonnez-moi, j'anticipe, risque d'abord de s'entretenir sur Orange, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a toujours en portefeuille, mais je rappelle qu'on a pris des bénéfices, il faut savoir prendre des bénéfices, et on l'a fait sur Orange, et il n'est pas exclu qu'on rentre du KPN, peut-être du Telecom Italia, on verra, du Telefonica et éventuellement du Telefonica, on en a déjà, et éventuellement du Vodafone, ce qui ne nous semblerait pas dépourvu de sens. Alors, on reste sur l'énergie. Pourquoi GDF on est dans le schéma profiter des taux d'intérêt bas. Ce sont des sociétés qui sont endettées. Et donc, là, vous parlez des télécoms. Des télécoms. Mais restons sur l'énergie d'abord. J'aimerais aller jusqu'au bout de ce dossier. On a GDF, Total, EDF. Vous dites, moi, je préfère garder EDF et me séparer des autres. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une pression sur les prix pour GDF au travers du gaz qui va être assez importante, notamment sur sa composante internationale, qui était quand même un des facteurs de développement qu'elle attendait. Donc, facteur de développement avec des prix moins élevés, c'est pas super bon pour nos résultats qu'on aime bien voir aller à la hausse. Donc, ce sera probablement une des mauvaises nouvelles. Donc, on va probablement s'alléger. Sur Total, le prix du baril est tel aujourd'hui que je crains, moi, véritablement qu'on nous annonce une baisse du dividende de Total, qui est une des raisons pour lesquelles, ce qui serait d'abord cohérent, pour que les investissements soient sécurisés. Voilà, moi en tant qu'actionnaire... On va revoir les positions du portefeuille, Zoé, s'il vous plaît. Un mot sur GDF par rapport à EDF. Ouais. GDF gère en plus la fin de l'énergie nucléaire en Belgique, qui était quand même qui était tout simplement une mine d'or pour eux. D'accord, donc Hubert, vous êtes sur la même ligne. Moi, je suis pour alléger l'ensemble
et effectivement, C'est-à-dire alléger, je comprends. couper en partie GDF sûrement, couper en ou partie. de vendre tout. Ah non, non, non. GDF, on coupera en partie et Total, on soldera la ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On vend Total, on vend Total les 2,11% de Total qu'on a en stock. Alors on va voir sur le portefeuille. Donc en effet, on avait 2,11% de l'avant-dernière ligne. C'est très important comme acte de gestion, il faut en être conscient pour un fonds. Oui, parce qu'on se décorrèle complètement du CAC 40. Exactement. Total qui est la deuxième capitalisation, qui était la première, puis qui avec Sanofi s'est fait doubler. C'est concours avec Sanofi. Et puis GDF, on en a 3,49, on va descendre à 2. D'accord. Et avec tout ça, on va acheter KPN pour commencer. On va prendre du KPN, donc l'opérateur télécom néerlandais. Absolument. Pourquoi? Alors, vous en avez cité plusieurs tout à l'heure, Vodafone, KPN. Pourquoi KPN? Parce que face à la guerre des prix qui a été menée à peu près partout en Europe, on oublie que KPN, c'est 90% du marché néerlandais. À un moment où les contenus sont en train de prendre une importance considérable et où il va falloir avoir des tuyaux qui tiennent le coup, parce que, et on est bien placé malheureusement dans l'actualité pour le savoir aujourd'hui, ceux qui vont avoir les tuyaux pour passer toute l'information seront les rois du monde et auront... Les rois du pétrole, vous avez failli dire. Oui, mais c'est justement parce que je pense que ce sont les compagnies téléphoniques sont en train de devenir les nouvelles utilities, véritablement. Oui. L'image big data, matière première, le pétrole de demain, c'est ça? Oui, on est dans la théorie des flux, c'est à peu près la même chose. Et donc, je trouve, moi, intéressant d'aller jouer les leaders dans les pays. Je parlais de Vodafone tout à l'heure aussi, qu'on regardera. Alors Vodafone, le problème, c'est qu'on est déjà investi sur les télécoms anglaises. Ça ne se voit pas forcément, puisque c'est à travers de Telefonica. Ouais, donc, et dans la gestion de ce fonds, ça a été rappelé plusieurs fois, on essaie d'éviter la concentration des risques. Donc, c'est pour ça que KPN est le choix logique dans un premier temps. Voilà. D'accord. Donc, on vend toute notre ligne totale. Donc, Hubert le rappelle, c'est important parce qu'on sort complètement de la corrélation CAC. Enfin, on sort de façon importante. On se décorrèle plus. On baisse GDF Suez. Pas de Sanofi, c'est beaucoup. Ouais. Donc on joue avec 80% de l'indice. On recule dans GDF Suez à 2% et on prend une ligne de KPN, l'opérateur télécom donc néerlandais. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous surveillez? Parce que là, c'était l'acte de gestion. La thématique qui est à surveiller, on le voit cette semaine, puisque y compris avec nos bons performeurs de la semaine, c'est le dollar, la reprise américaine. C'est vraiment cette combinaison dollar et reprise américaine. Est-ce qu'on y va assez fort? C'est ça la question? Est-ce qu'on a assez dollars? On pourrait imaginer qu'on n'ira jamais assez fort, puisque c'est une tendance affirmée du moment et qu'on ne voit pas très bien quand ça va se retourner dans les 6 mois. Thomas, vous avez regardé un peu. Il n'y a pas que le dollar dans la vie, mais au moment où on parle, si cette hypothèse de quantitative easing arrive, on va affaiblir l'euro vis-à-vis de toutes les monnaies. Et donc, dès lors qu'on aura des exportateurs, il faudra s'y intéresser. Moi, je pense beaucoup à Valeo ou à Faurecia, par exemple. On avait vu sur notre histoire de Peugeot qu'il n'était pas forcément opportun d'y aller, puisque Peugeot, les Chinois ne vont pas distribuer de dividendes, donc on n'a même pas cette garantie-là. En revanche, sur Valeo comme sur Faurecia. On a du Faurecia. Oui, et donc c'est pour ça que je parlais de ces deux. Il n'est pas exclu qu'on renforce Valeo dans la période qui vient pour jouer aussi Valeo, cette carte. C'est un leader. C'est vraiment, aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ce sont des assembleurs. Donc Valeo, il fait... Mais on a du Faurecia, on n'a pas de Valeo. Voilà. Donc ça serait un arbitrage entre les deux ou avoir les deux lignes? Non, on aurait les deux lignes. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Mais là, on ne le fait pas, pour que ce soit bien clair, on ne le fait pas cette semaine. C'est quelque chose qu'on surveille. Alors, autre surveillance, je note dans les progressions de cette semaine quelque chose qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Pernod Ricard a pris 4%. Pernod Ricard a pris 4%. Est-il à monter? Est-ce que cette consommation, qui n'est pas LVMH, etc., n'est pas quelque chose qu'il faut revoir? Pernod Ricard, c'est 25% en dollars et 40% dans les monnaies émergentes qui sont souvent quand même beaucoup du dollar. Ça a énormément souffert. On est à moins de 20 fois les résultats 2015-2016. Alors je pense que ce qu'on joue aussi, ce qu'on pourrait jouer au travers de cela, c'est pas encore pour moi un sujet d'investissement. C'est un débat que En tous les cas, pour Pernod Ricard. Des Silor, on en a. Donc, oui, mais pour Pernod Ricard, c'est aussi la baisse du coût des matières premières qui peut avoir un impact.
parce qu'on a un mouvement sur les matières premières qui est quand même, notamment en agroalimentaire, qui est substantiel au moment où on parle. Donc il faudrait qu'on regarde, on mettra ça sous surveillance si vous le voulez bien. Et si l'or, je suis pour, puisqu'on en a d'ailleurs la bagatelle de 4,78% en portefeuille. Et ça nous aide beaucoup cette semaine d'ailleurs, hein, si on regarde les performances. Donc moi, ça ne m'ennuie pas d'être sur ce type de valeur. Et comme je l'ai dit, peut-être même regarder Danone. Hein, il est pas, voilà, on peut regarder Danone. Soyons fous. L'Oréal, c'est très cher pour des raisons exogènes, mais ça tient très bien aussi. Hein. Ces titres-là tiennent. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on doit parler, dont vous voulez parler, messieurs? Alors bon, dans la semaine, on a parlé de ASA, on a parlé de Vinci. Lafarge, qui est un pari à la fois d'activité, de fusion-acquisition et de coût de l'énergie, ça se passe bien, puisque Holcim, qui est le partenaire de fusion de Lafarge, a annoncé des échanges d'actifs avec Cemex, avec son concurrent mexicain. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et puis alors, Sodexo, qu'on a rentré récemment, a publié un chiffre d'affaires de son premier trimestre, un décalé qui est bon, 7,7% de hausse, c'est beaucoup quand on fait ce métier de nourrir des gens de manière massive. Bon, un effet dollar, 2,6%. L'objectif de bénéfice de plus de 10% est redonné, donc ça, on est plutôt content. On est plutôt content, surtout quand on l'a rentré dans un timing que je ne qualifierais pas d'heureux, mais on a tout fait pour que ça se passe bien. Donc c'est plutôt bon signe, mais c'est que le début de l'histoire. Voilà. Je pense aussi que c'est le début de l'histoire, que même les 10% de hausse qu'ils annoncent, c'est à ISO-dollar ou même à dollar qui remonterait un petit, qui rebaisserait un petit peu. Donc je crois que... Alors par ailleurs, il y a eu cette semaine aussi l'actualité de Capgemini, donc Infosys qui est un des deux Indiens qui est dans le domaine de Capgemini, a annoncé un chiffre d'affaires excellent, alors qu'il travaille surtout en Europe et aux États-Unis. Donc ça a fait monter Capgemini aujourd'hui, et je pense que là aussi, l'histoire n'est pas finie. Ah non, on s'en fout. Voilà, pour résumer, on vend Total, on a la GDF Suez, on achète une ligne de KPN, on a dit l'essentiel. Merci messieurs pour ces analyses, ces explications. Merci à vous pour votre écoute, votre fidélité, et je vous rappelle que la bourse est un sport risqué, mais que vous pouvez en profiter grâce à Interaction et le code ISIN que vous voyez s'afficher sous la vidéo dans l'article. N'hésitez pas à réclamer Interaction dans toutes vos bonnes crèmeries. À la semaine prochaine, même endroit, même heure.